devenir agent immobilier à Dubaï, on te demande pas d'avoir un certain diplôme, une certaine formation. Demain, tu peux arriver, commencer en tant qu'agent. Au lieu d'investir ton argent en France, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, il est beaucoup plus intéressant d'investir à Dubaï, on est d'accord? Exactement. Entre le moment où on a acheté et maintenant, il n'est même pas encore délivré, on a fait quasiment du x2. Sur le prix. Bienvenue Samir et Abdel à la pause café, je sais pas, peut-être la numéro 8, là je sais plus quel numéro on est, mais en tout cas on a bien enchaîné en ce moment les tournages. Et la thématique d'aujourd'hui, on voulait aborder un thème on voit souvent dans les réseaux, surtout pour les gens qui sont à Dubaï, c'est le thème de l'immobilier, mais pas sous un angle classique, investissez à Dubaï, investissez à JVC, vous allez faire de l'oseille, c'est facile d'investir, mais plus dans un angle, je dirais, orienté, tu vois, connaissance du terrain, les vrais projets d'investissement sur lesquels, quand on parle de projet, on parle pas vraiment de projet de promoteur, mais de vision de projet d'investissement, tu vois, pour quelqu'un qui habite en France, qui aujourd'hui, c'est compliqué de sortir de l'argent pour lui de France, donc ici à Dubaï, on a la possibilité d'investir. Donc voilà, avoir cet angle-là, tu vois, un peu un angle fermé. Abdel, c'est un investisseur, et c'est aussi un ami, et c'est aussi un consultant avec qui on bosse en famille. Et Samir, on s'est connus il y a peut-être bientôt 1 an, je pense. C'est ça. Voilà, à peu près. À peu près, ouais. Et on a vu qu'on avait plein de connexions en commun. Exactement, le monde est petit, hein, de toute façon. En l'occurrence, voilà, c'est ça. Voilà. On habite à 10 minutes l'un de l'autre. Et j'ai investi en France, avec lui. entre guillemets. Et t'as investi avec Samir, et sans le savoir. Exactement. Je savais, mais sans savoir que je savais pas qu'il y avait la collection, tu vois. On en a parlé là, on en a parlé avant-hier, je crois. Avant-hier, ouais, ça. C'est ça. Ouais. C'est ça. Bah écoute Samir, je te laisse te présenter, Ouais. pour ceux qui ne te connaissent pas. Ouais. Donc Samir, fondateur de l'agence immobilière As Properties. D'accord, on est une agence immobilière principalement entre guillemets francophone, mais on a aussi énormément d'agents entre guillemets à l'international et anglophones. D'accord, Okay. donc on fait pas seulement que les Français. D'accord, on est sur Dubaï là, ça fait à peu près un peu plus de 4 ans. 4 ans quand même, ouais. L'agence a été fondée, un peu plus de 4 ans. On a à peu près 25 collaborateurs dans l'agence et on a accompagné plus de 1000 investisseurs jusqu'à aujourd'hui. On a dépassé les 1000 investisseurs. Quand tu dis francophone, c'est que ton staff est principalement francophone et ta clientèle, c'est principalement... On va dire que le staff est à 65% francophone. D'accord. D'accord, un peu plus de la moitié. Ça marche. Mais on tend à aller beaucoup vers l'international aussi. Bah, j'attaque direct. Ouais, quand on parle de staff, il y a une question qui revient souvent, donc je suis dans le prisme que les gens n'ont pas l'habitude de parler dans l'immobilier. Ok. Comment ça marche le recrutement dans l'immobilier à Dubaï? Parce qu'aujourd'hui, tu vois, à Dubaï, quand tu poses la question à quelqu'un, c'est soit il est consultant IT comme Abdel, soit il est agent... Tout le monde est agent immobilier, entre guillemets. Alors, devenir agent immobilier à Dubaï, on ne te demande pas d'avoir un certain diplôme, une certaine formation, d'accord? Demain, tu peux arriver, commencer en tant qu'agent immobilier à Dubaï. On va dire concrètement, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que tu vas avoir beaucoup d'agents immobiliers sur le marché, Okay. d'accord? Après, selon les agences, il y en a qui recrutent énormément, qui recrutent ceux qui... Dès le premier entretien, tu es recruté, d'accord? On te prend en forme de test, d'accord? Si tu es performant au bout de 2 mois, on te garde. Si tu ne l'es pas, on te remercie. Donc c'est comme ça. Après, nous, on travaille vraiment différemment. C'est que nous, on fait vraiment un gros tri, d'accord, sur les candidatures qu'on a. On en a énormément parce que, comme vous le savez, il y en a de plus en plus qui veulent s'expatrier à Dubaï et ils sont prêts à faire tous les métiers du monde juste pour habiter à Dubaï je comprends. et s'expatrier. Donc, on fait quand même un gros tri et on essaye de vraiment recruter que les personnes, entre guillemets, qui vont performer dans le métier et qui ont le profil pour entrer, ok. Exactement. Ouais. Bah, nous dans le métier de l'IT, on parle beaucoup de freelancing, tu vois. Ouais. Il me semble que dans le real estate ici à Dubaï, on parle aussi de freelancing, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas forcément salariés. Exactement. Non, en tant qu'agent immobilier, tu n'es pas salarié, donc tu es vraiment rémunéré à la commission. Voilà, c'est vraiment selon tes performances. Donc voilà, pas de. Du coup, une agence comme la tienne, qu'est-ce qu'elle offre? C'est une question. Alors, vraiment... déjà, nous, on a la licence, donc on a le droit d'exercer en tant qu'agence immobilière à Dubaï, d'accord. Donc on offre entre guillemets cette licence où les agents peuvent en profiter, mais aussi on va faire la formation, ce qui est vraiment le plus important, c'est la formation. Comme je dis toujours, ça n'a pas de prix, le savoir. Pas de prix, c'est le plus important, d'accord. Donc ça va être surtout ça, et surtout on va donner tout ce qui est support marketing, on va avoir le service comptabilité, voilà, comme une entreprise classique. Donc on va vraiment donner tout le support aux agents pour qu'ils puissent performer dans leur domaine. Il sera un agent 360 en fait, c'est ça? Exactement. Toi, Abdel, comment tu... On en parlait il y a 2 jours, donc tu avais investi sur
un bien immobilier sur Dubai Land. Ouais, et t'es passé par Samir. Je suis passé par Samir. Mais comment s'est fait la connexion? En fait, moi, comment ça s'est fait, c'est qu'au départ, je pense comme la majorité des gens, quand tu vas acheter à Dubaï, tu regardes les réseaux sociaux, je pense aussi toutes les écoutes des réseaux, tu as toutes les pubs qui sortent. Bien sûr. Et après, donc, tu vois toutes les stories des différents real estate, etc. Qui sortent, ok. Voilà. Et donc, moi, je m'étais abonné à la page de Samir. Il y a longtemps, tu vois, de temps en temps, je voyais des opportunités, je lui posais des questions et tout. Et là, c'est vrai que sur Cov, j'avais vu le projet Imtiaz de JVC qui m'avait beaucoup plu. Ouais, c'était excellent. Et puis j'ai beaucoup aimé ce promoteur. Et comme dans la famille, on va dire, on a touché à pas mal de promoteurs. Je voulais vraiment acheter chez Imtiaz. Et quand j'ai vu l'offre sur Instagram, sur Instagram, là, je lui ai envoyé un message. Après, ça s'est fait rapidement. De toute façon, il fallait vite. Bon, moi, je suis. Écoute, ce qui est fou, c'est que le tien, à la base, nous, on devait le prendre. Tu te rappelles? Ah, je répondais assez vite. Ouais, je me rappelle. Du coup, on sera voisins sur le même palier. Exactement. Au même étage. Ouais, c'est le 30e étage. On sera voisins, sur piscine. Et du coup, on est passé par Samir. Et moi, je suis passé exactement par le même process. Samir, il a mis une annonce. Moi, c'est quelqu'un qui m'a screené, qui me l'a envoyé. Ouais. Mais c'est pareil. Comme quoi aujourd'hui, donc du coup, l'agent, ou l'agence, tu te démarques réellement en fait par ta réactivité et par la connaissance des réseaux sociaux. Et le service aussi, bien sûr. Bien sûr, oui, bien sûr. Après, c'est la qualité de service qui va derrière. Mais déjà, pour faire le funnel d'acquisition, aujourd'hui dans le marketing, tout le monde cherche à avoir un funnel d'acquisition qui soit le plus cohérent possible. Comment je vais ramener du monde dans mon agence, sachant qu'ici à Dubaï, tu as 1 milliard d'agences. Quand j'ai 1 milliard, c'est un terme, mais tu vois, tu as beaucoup d'agences françaises. Et sur les réseaux, je dirais peut-être une dizaine qui sont les plus connues, comme DRN, etc. L'agence Sophia, je mets First Access, etc., etc. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, ton funnel d'acquisition, c'est comment ramener les clients vers toi. Et moi, ça s'est fait naturellement avec Samir, c'est que je suivais ta page Instagram, As Property, on mettra en lien, etc. Et effectivement, tu étais super réactif. C'est-à-dire que quand on envoyait un message, tu étais ultra réactif. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, et pour se démarquer dans ce milieu ultra concurrentiel de Dubaï, je pense que c'est ça, c'est la réalité. La réactivité, et la qualité de service. Ouais. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la demande, elle est vraiment folle. Donc, s'il y a certaines agences qui ont du mal à avoir, entre guillemets, cette réactivité-là, c'est qu'il y a beaucoup de travail aussi. Bien sûr. C'est pas forcément voulu, c'est vraiment pas voulu. C'est que la demande, elle est tellement importante que c'est clair, voilà, chaque agent, chaque agence essaie vraiment de faire au mieux, je pense, pour répondre le plus vite à tout le monde. Mais c'est vrai que des fois, on est dans le rush. Nous-mêmes, on peut mettre du temps à des fois à traiter les demandes parce qu'il y en a tellement. Est-ce que tu peux donner une ordre de mesure? Si tu postes, par exemple, là, tout de suite, tu postes une annonce, tu dis qu'il y a un bien qui vient de tomber et à tel prix, genre c'est un bon truc, tu vois. En 1 heure, on peut recevoir jusqu'à 50 messages. Ah ouais. En l'espace d'une heure, 50 messages à traiter, donc faut faire connaissance avec la personne ne t'a jamais contacté. Donc voilà, il y a tout un travail aussi à faire derrière. Bien sûr. Donc et t'as pas le temps de mettre des techniques marketing. Tu sais, nous techniquement dans mon domaine à moi, dans le freelancing IT, avec Café Crème Club, on a un funnel, tu vois, mais le funnel il est verrouillé. C'est-à-dire que si quelqu'un il est intéressé par une de nos demandes, on peut pas en avoir 50 d'un coup, mais quand on fait des after work ou des events ou des collabs avec par exemple 570 Easy, etc. On va avoir du monde qui va arriver, mais nous ils vont traiter de manière totalement processisée, tu vois. D'accord. Genre ils vont rentrer par un Trello, ensuite ils vont être enregistrés dans le CRM, etc. Okay. Mais dans l'immobilier, t'as pas le temps de faire ça. Non. C'est celui il faut être exactement. Et les messages arrivent de partout. Ça peut être via Snapchat, ça peut être via Instagram, ça peut être via WhatsApp, mail. Tu vois, donc ça tu l'as appris à gérer avec le temps. C'est toi qui t'as pas. Et nos agents aussi. Je suis pas tout seul de Lille, sinon j'aurais pas pu tout gérer. Donc c'est-à-dire que toi, quand tu reçois tu postes quelque chose, c'est-à-dire que toi tu peux le rerouter vers... Bien sûr, c'est moi qui traite, ça peut être mes agents aussi. D'accord, on travaille vraiment en équipe, donc voilà. Après, nos agents, on a tous la même philosophie, on a tous la même manière de travailler, donc voilà, que ce soit un agent ou moi, c'est pareil. Alors, il y avait des questions du style, aujourd'hui, moi aussi je suis dans ce cas-là. Je vais avec des amis qui ils savent que je suis sur Dubaï, ils savent qu'on est sur Dubaï, Café Crème, et on va nous envoyer par exemple des screens de telle agence pour un projet immobilier qui va sortir. D'accord. Imaginons que là demain t'as un projet qui sort, je sais plus c'était lequel, on m'avait beaucoup Riverland ou Riverside pardon, d'Amac. Typiquement, tu as communiqué, beaucoup d'agences ont communiqué. Je pense que vous avez un calendrier de communication pour toutes les agences. Exactement. Et là, il y a un consultant qui a
demande des informations via une agence, l'agence A, on va dire, d'accord. Et il va aussi demander des mêmes informations à l'agence B, puis les mêmes informations à l'agence C. C'est ça. Voilà, ça arrive tout le temps. Ouais, ça arrive tout le temps. Parce qu'en France, ce qui est logique, parce qu'en France, quand t'as pas l'image ou la vision de Dubaï, tu te dis, bah vas-y, lui il me dit que je vais avoir les meilleures unités, lui il me dit que je vais avoir les meilleures unités, lui il me dit que je vais avoir les meilleures unités. C'est du marketing. Voilà, c'est ça, on est d'accord. C'est purement commercial. C'est purement commercial. Parce que le système il est très bien fait, tu vois, comme par exemple sur ce projet-là, Riverside, tu dois faire des expressions d'intérêt, donc les IOI, d'accord, où tu émets un intérêt à te positionner sur le projet, donc c'est pas sûr que tu obtiennes l'unité, d'accord, mais on va dire que tu vas rentrer en liste d'attente en faisant cette expression d'intérêt, et derrière vraiment c'est selon la date à laquelle tu as fait l'expression d'intérêt. Si tu l'as faite à 10h du matin et qu'un autre l'a faite à 13h, bah, tu passeras logiquement avant celui qui l'a fait à 13h, tu vois, et c'est vraiment, il y a un système qui est mis en place. Il n'y a pas de possibilité de bypass d'exclusivité. Ouais. Moi, je dirais que majoritairement, ça, c'est vraiment purement commercial. C'est vraiment pour se différencier des uns des autres, entre guillemets, et essayer d'attirer l'investisseur, tout simplement. Mais tout est très bien fait. T'as un numéro de token qui t'est attribué. Il est défini à l'avance. Voilà, donc c'est... T'as pas de real estate, on va dire, qui sont avantagés par leur relation avec certains promoteurs, le fait que potentiellement tu vendes plus d'unités. Justement, ça sera plus avec les petits promoteurs. Avec les petits promoteurs, ça peut arriver, d'accord. Comme nous, on finit top seller sur le projet MTS Luxor, on finit top seller sur le projet Aura de Grovy. Forcément, derrière, le promoteur te donne certains passe-droits. Mais après, ça reste toujours correct, c'est-à-dire que les autres aussi peuvent très bien vendre ce que tu vends, quoi. C'est une relation de confiance, je pense, qui Exactement. C'est quoi, alors, c'est quoi le process? Moi, je suis en France. Il y a un projet que tu en parles, est super intéressant. Moi, en tant que Français, comment j'investis? Comment ça se passe? Juste un process classique, quoi. Très simple. On te demande la copie de ton passeport. Tu as toujours un montant minimum à donner pour réserver ton bien, d'accord? Vu que les banques en France, c'est compliqué, on sait que vous pouvez pas forcément faire des virements de 100 000, 200 000 euros d'un coup. Bien sûr. Ou même 30, 40 000 d'un coup, je pense que ça peut poser problème en France. Il faut prévenir la banque, je ne sais pas combien de temps à l'avance, et encore, il faut qu'ils acceptent. Donc voilà, il y a un montant minimum qui t'est donné, d'accord, et ensuite derrière tu reçois ton bon de réservation, et ça y est, tu es propriétaire de ton appartement. C'est aussi simple que cela. Et ce que tu appelles le booking, c'est ça le EOI? Alors, non, tu as soit l'expression d'intérêt parce que le projet n'a pas encore été lancé officiellement, c'est-à-dire que le promoteur, il n'a pas encore le compte séquestre du projet, d'accord. Donc, il ne peut pas, entre guillemets, vendre officiellement et mettre des booking forms, des bons de réservation, donc il va mettre ce système d'expression d'intérêt en place, ok. Et tu as le projet qui est déjà lancé, qui est déjà enregistré auprès de la DLD, où tu peux booker ton unité directement. Le compte séquestre, c'est l'escroc au compte. C'est l'escroc au compte, exactement. Ce compte séquestre qui sert à, si le projet n'est pas livré, à temps, etc. C'est de la pure protection pour l'investisseur. Donc, chaque développeur a un compte séquestre, d'accord, qui appartient au gouvernement, donc au Dubai Land Department. Et en fait, toi, le montant dont tu vas payer sur ton plan de paiement pendant le temps de construction, il sera bloqué. D'accord, le promoteur, il pourra pas y toucher. Donc voilà, c'est pour éviter ce qui a pu avoir il y a plus d'une quinzaine d'années sur Dubaï, où il y avait certains promoteurs qui commençaient des projets et qui les terminaient pas. Avant la crise des subprimes, Exactement. Donc là, si un promoteur il ne termine pas le projet, il s'en va pour X ou Y raison, tu récupères tes sous. Donc voilà, c'est une sacrée garantie. Ça, c'est une sécurité. Parce que, mais après, moi, ce qui m'avait. C'est pour ça, il y a l'expérience aussi. Parce qu'on m'avait parlé d'escroc compte, mais quand j'ai vu l'escroc compte, il était au nom du promoteur. Ok, et je me suis dit, bien sûr, en fait, c'est normal. Oui, mais c'est normal, mais tu vois. Moi, j'ai même eu la réflexion, pourquoi ça s'appelle escroc, genre en français, escroc, compte d'escroc. Alors que ça veut rien dire en anglais. Si ça appartient à l'État, pourquoi c'est au nom du promoteur, tu vois? C'est clair. Mais au final, après, tu vois, quand tu regardes et tu fais tes recherches, pour ça, je pense que ça doit être difficile, même, tu vois, toutes les demandes que tu reçois entre les gens qui sont vraiment intéressés, les curieux, les hyper réticents, tu vois, les gens qui ont hyper peur, parce que quand même, tu as certaines personnes qui on va dire être de nature à être investisseurs, et donc tu fais du business, tu vois, on a l'habitude, donc tu sais qu'il y a toujours du risque, et t'as ceux, c'est les économies d'une vie qu'ils vont mettre, et donc là ils vont être hyper frileux. Après c'est une question de personnalité aussi, tout le monde est différent. Après moi vraiment de mon expérience sur ces dernières années, vraiment j'ai vu faire les meilleures affaires, vraiment des coups incroyables, ça a toujours été ceux qui vont très vite, voilà, qui se posent des questions quand même, mais voilà, ils tergiversent pas, ils se lancent. Après, il faut vraiment qu'ils tombent sur la bonne personne, qu'ils soient bien conseillés derrière pour que ça marche. Mais vraiment, ceux qui ont fait les meilleures affaires ces dernières années, c'est vraiment ceux qui sont fastes. Et après, comme tu dis, c'est un mindset. Et je pense que le gars qui a fait le premier
passage à l'acte, donc le premier achat. Je pense que les prochains, s'il a la capacité financière d'investir, il sera beaucoup plus rapide. Ah, bien sûr, d'accord, sur les prochains. Bien sûr. C'est logique. Tout à fait logique. Mais par contre, il y a aussi cette crainte, tu sais, en France, on va pas revenir dessus, c'est un débat éternel, mais ils ont l'image de Dubaï un peu, erronée par rapport à ce qu'ils voient dans les médias, etc. Donc quand ils entendent parler d'investissement à Dubaï, ils se disent, il y a anguille sous roche. Ouais. Mais au final, quand tu pousses le bouchon, tu te rends compte qu'en fait, non, l'investissement aujourd'hui immobilier, moi je n'étais pas du tout dedans, mais maintenant avec le retour d'expérience que je peux avoir sur Dubaï, et je pense que Samir, tu pourras me confirmer, c'est que au lieu d'investir ton argent en France, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, et l'État va aller vers les propriétaires pour aller récupérer ce qu'il y a récupéré pour les propriétaires de terrains ou de maisons en France, il est beaucoup plus intéressant d'investir à Dubaï, on est clair, on est d'accord. Exactement. Concrètement, à Dubaï, vous-même qui êtes investisseur, citez-moi un point négatif à investir à Dubaï. Je vous écoute. Honnêtement... un point négatif, peu importe. Non. Vous êtes des investisseurs, donc vous êtes vraiment les plus à même de... En plus, comme on disait tout à l'heure, moi, je peux faire le parallèle entre un investissement en France et ici. T'as fait les deux ? J'ai fait les deux. Ouais. C'est-à-dire l'investissement en France, déjà, nous, on ne fait pas de crédit, donc trésorerie, tu l'éclates. Tu l'éclates, donc tu mets tout dedans. Derrière, si en plus tu as une SCI, donc tu refais une structure. Derrière, tu vas payer des impôts potentiels s'il y a des plus-values sur les locations. Donc ton rendement, il est hyper bas. Voire, tu n'en fais même pas les premières années, tu vois. Et par contre, à Dubaï, c'est vrai qu'en fonction du moment où tu achètes, c'est pour ça que je pense le fait d'être assez audacieux, et surtout quand tu connais pas. Par exemple, tu as une petite anecdote, nous, quand le premier bien qu'on devait acheter, c'était à JVC. Ok. C'était à JVC, j'étais Bloom 8. Ah, ok. T'as acheté un Bloom 8 Non, je n'ai pas acheté. Justement, on a raté cette occasion. Ah, dommage. Un studio, je pense que c'était 400 000 dirhams. Exactement, c'était dans les 400, 450. Et première fois que tu arrives, nous en plus, la première fois qu'on arrive à Dubaï avec mes frères, tout ça, tu vois, on faisait downtown Marina toute la journée. Pour nous, c'était ça à Dubaï. Tu vois, et on ne connaissait pas JVC, tous les quartiers un peu secondaires de Dubaï qui sont potentiellement beaucoup plus rentables par rapport à ce que tu vas mettre en termes d'investissement. Tu vois. Et donc, on a dit non, nous, on veut Marina, Business Bay, Downtown. Un touriste. Un mode touriste, tu vois. Et après, c'est en fait c'est le fait de revenir régulièrement que tu dis non, en fin de compte, les meilleurs investissements, c'est peut-être celui que j'ai fait à Arjan ou celui que j'ai fait à JVC. Bien sûr. Et donc, tu vois, là, on voit par exemple, tout à l'heure, on en parlait, Péninsule, là, qui a pourtant un projet assez conséquent chez un promoteur Select. Entre le moment où on a acheté et maintenant, le truc, il n'est même pas encore délivré. Je pense qu'on a fait quasiment du x2, tu vois. Sur le prix ? Sur le prix, le prix, le x2, ça arrive très souvent à Dubaï, surtout sur ces 3-4 dernières années. Alors, l'espace d'un an et demi. Quand tu me parles de Bloom, je pense que c'était en 2020. Ouais, c'était 2021, je crois, juste après le Covid. D'accord. Tu vois, Bloom, par exemple, on avait vendu énormément de 2 pièces, une chambre. Ils étaient à 150 000 €. Avec un plan de paiement après remise des clés, etc. C'était à 150 000 €. Donc c'était à 3 ans. Aujourd'hui, ils sont à 250 000 €. Ah ouais. C'est incroyable. En fait, et des fois, tu as du mal à expliquer aux personnes qui sont en France et qui ont une vision, tu vois, différente de quand tu es sur place. Comment les prix peuvent s'envoler. Mais en fait, ça c'est logique. Tu parles de Dubaï qui est un des points stratégiques niveau mondial. C'est le centre même. Tu regardes sur la carte, c'est le centre du monde. Tout passe par Dubaï Dubaï aujourd'hui. Tout passe par les Émirats aujourd'hui. Et tu dis, c'est jamais le bon moment. C'est toujours le bon moment parce qu'en fait, les prix ils augmentent tout le temps. Plus t'attends. Bien sûr. Et moins c'est bon. Moi, je l'ai vu juste en 2 ans qu'on avait proposé Euro Torino là, il y a 2 ans. Quand je redis les prix, et c'était en euros à l'époque parce que nous communiquions en euros, c'est 120 000 €. Le studio chez Torino là, à peu près. Exactement. 120 000 €. Aujourd'hui, c'était 110 même. On vendait à 430, 440, 440. Aujourd'hui, ça. Incroyable. Un projet comme ça, Community, à Adjan, je crois que t'es à 150, 160 000 € minimum. T'imagines, c'est une folie. C'est une folie. Non, ça va ultra vite. Et comment on peut expliquer que ça va ultra vite ? C'est la demande. C'est l'offre et la demande. La demande, elle est tellement folle, tellement élevée que forcément les prix grimpent au fur et à mesure. T'as des gens qui se disent, tu l'entends souvent, Dubaï, c'est une bulle. C'est une bulle immobilière. Il parle de bulle. Il dit à un moment donné, ça va continuer. Après, le truc, c'est que Dubaï, comme tu peux le voir, on en parlait tout à l'heure par rapport aux enfants, les inscrire à l'école et tout. Comme vous le voyez, d'année en année, il y a de plus en plus de monde. Tout le monde veut s'expatrier à Dubaï maintenant. C'est plus que les Français. Les Français, on le sait, ils veulent quasi tous s'expatrier à Dubaï, au Maroc. La plupart cherchent à partir. Mais il n'y a pas que nous, en fait. T'as les Russes, t'as les Ukrainiens, t'as les Américains, t'as les Anglais, t'as les Chinois, t'as les Nigériens, t'as tout, t'as les Chinois, t'as absolument tout.
T'as tous les pays du monde en fait qui s'expatrient à Dubaï. Et puis c'est ce qui fait que t'as le projet D33 aussi du Cheikh là qui il veut tripler la population de Dubaï d'ici 2030. Sur le projet Dubaï 2040, exactement. Ils veulent faire de Dubaï la meilleure ville au monde, la plus agréable à y vivre. C'est pas rien. Et de toute manière, tu peux pas. Tu vois, vu que nous on est dedans et que ça construit tout le temps. En fait, dans la vision du Cheikh, c'est que il sait que dans 10-15 ans, ça va être rempli et tout sera pris. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tu peux arriver, tu peux même pas imaginer, tu vois des quartiers, ils sont vides. Mais en fait, pourquoi ils sont vides de l'extérieur? Mais en fait, ces quartiers-là vont être remplis dans 2 ans. Parce que la croissance, c'est un des pays où la croissance est la plus haute parmi les pays en pleine croissance. Tu vois. Bah, par rapport à ça, je rebondis. On a vraiment une demande qui revient souvent, c'est oui, mais moi, on m'a dit à Dubaï, il y a plein de bâtiments qui sont vides. T'as plein de résidences qui sont vides. Moi, je leur demande de montrer où c'est. J'y vais tout de suite pour checker parce que pour nous, tous les biens qu'on a à mettre en location, ils partent dans la foulée, ils partent tout de suite. La demande, elle est tellement élevée que ce mythe de il y a des appartements vides, il est totalement faux. Tu trouves même pas, à la limite, quand tu cherches à des prix intéressants, tu trouves pas. Dès que tu vois un prix, exactement. Ça part très toi, très... Là, t'es propriétaire, par exemple, toi, mais actuellement, t'es en location, donc t'as un peu vu comment ça fonctionnait. Tu vois comment la location, comment ça part vite aussi. Déjà, les locations, tu vois, moi, je regardais, même il y a plus d'1 an, je regardais les locations. Genre, il y a peut-être 1 an, je regardais à JVC ou même vers chez toi, vers Rimram, tout ça. Tu trouvais des prix intéressants. Après là, JVC par exemple, un 3 bedrooms en dessous de 110, je le trouve pas. Tu vois. On prend 20% d'augmentation de loyer là depuis 2-3 ans. Donc chaque mois de janvier, augmentation de 20%. C'est fou. Hein. Tu vois, c'est Comment ça marche Comment c'est encadré les loyers ici à Dubaï? Tu m'as expliqué que c'est par rapport à des zones et c'est très réglementé, c'est ça? C'est-à-dire les loyers. Tu sais, par exemple, là aujourd'hui, je suis à, on va dire, 50 000 dirhams de loyer. Exactement. Et l'année prochaine, on renouvelle, parce que si tu renouvelles chaque année, exactement. Le propriétaire te met 15% de. Exactement. Donc ça, c'est vraiment géré dans le système du Dubai Rest. D'accord. Dubai Rest, c'est une application qui a été mise en place par le Dubai Land Department. D'accord. Et tu as dessus un segment qu'on appelle l'index RERA. D'accord. Où tu entres ton quartier, tu entres ta résidence et l'application te dit directement de combien de pourcentage tu as le droit d'augmenter le loyer cette année. Ok. Donc si tu as le droit d'augmenter, oui ou non. D'accord. Donc si tu checks sur l'application et ça te dit si tu as le droit d'augmenter le loyer, oui ou non, par rapport à la montée des prix. Donc si tu es au mois de 15 et que finalement le maximum c'était 8, bah, tu peux retoquer en disant là t'as dépassé la limite autorisée. C'est ça, exactement. Et quels sont les quartiers où ça a augmenté le plus le loyer ces dernières années? Le loyer où il a augmenté le plus, je dirais Jumeirah Village Circle. C'est fou, JVC. Les loyers ont... JVC tout augmente. Ouais, les loyers ont explosé sur Jumeirah Village Circle, sur toute la zone, de façon Arjan aussi. Business B aussi, ça a pas mal augmenté globalement dans tout Dubaï, l'augmentation. Mais après sur JVC, on voit vraiment une grosse différence entre il y a 2-3 ans et maintenant au niveau des Mais c'est vrai que JVC, il y a une dynamique. Moi, la première fois que j'avais visité JVC, j'aurais jamais imaginé que c'est un quartier aussi dynamique. Tu vois. Pareil. C'est ça. Pareil. C'est simple. Avant, le prix d'un studio, quel tu loues un studio à l'année, aujourd'hui c'est le prix d'un 2 pièces entre guillemets. Tu vois. Ah ouais. Non, inversement, pardon. C'est le prix du 2 pièces. Je me suis trompé. Le prix du 2 pièces, tu le loues au prix du studio. Le prix auquel avant tu louais un 2 pièces sur Jumeirah Village Circle, aujourd'hui tu loues un studio. Tu loues un studio, c'est incroyable. Et c'est pareil à l'achat de toute façon. C'est pareil. Mais moi j'appelle ça la propagande JVC parce que quand je rentre en France, les gens me disent t'habites loin de JVC? C'est plus t'habites dans la marine à... Ah ouais, c'est ça, exactement. C'est devenu une référence. Les gens avant ils disaient oui, mais JVC c'est loin. Oui, c'est l'heure, t'as 15 minutes de tout. Là aujourd'hui tout le monde entre guillemets rêve d'investir à JVC. C'est ouf. Et les prix ont explosé. C'est dingue. Il y a même, tu dis à quelqu'un, tu sais où JVC dans la carte, et il n'est même pas capable de te la placer. Parce que c'est la propagande. Tous les real estate man, ils ont commencé à parler de JVC. Exactement. Et tout le monde, même quand quelqu'un veut la fois, tu sais, avec l'agence qu'on a une agence qui s'appelle DXB360. C'est un side project qu'on a fait avec Smile. Et on nous réclame, il nous faut des 4 Airbnb à JVC. Mais j'ai dit pourquoi JVC? Bah, il me dit, c'est JVC quoi. Je dis, mais viens, c'est une référence. Ils ont un budget, les gars. Tu sais, j'aurais trouvé au bord de mer à Dubaï. Ils m'ont dit, ah, mais c'est des trucs comme ça au bord de mer à Dubaï. Je dis, bah oui, pourquoi tu vas aller JVC? Mais comme la propagande a marché, pour les gens, JVC, c'est the place to be. Il y a les restos, il y a le Five aussi. T'as le Five, exactement. Après, t'as tous les quartiers en périphérie aussi qui marchent très bien. Donc, Arjan qui est juste en face, de l'autre côté de Treza Street. T'as la Marina, t'as Production City aussi. Motor City, pour moi, c'est un bête de quartier. Motor City, t'as Sport City aussi juste à côté. Tous ces quartiers-là, ils marchent du tonnerre.
Non, ce coin-là de Dubaï, je pense qu'il a. Si, je pense qu'il y a des statistiques qui peuvent être faites. Je pense que ce côté-là, il a pris en population, il a pris aussi en termes de rentable, parce que tous les magasins, tous les malls qui ouvrent, avec Dubaï Hills Mall qui a ouvert. Dubaï Hills Mall, ouais, juste à côté, ouais. Du coup, ça a ramené. Je suis parti à Dubaï Hills Mall hier soir, non, hier après-midi, c'était blindé. Bah, c'est simple. Alors tu vois, avant à Dubaï, on avait une basse saison et une haute saison. Ouais. Là, normalement, on est dans la basse saison. Tu vois, il fait entre guillemets très chaud. Exact. Mais tu as vu, regarde, tu viens de me dire Dubaï Hills Mall, il y avait trop de monde. Oh là là, tu vois, c'est. Alors que là-bas, c'est les Il y a quelques années, c'était pas comme ça. La basse saison, ça va, tu pouvais quand même circuler et tout. Là, maintenant, il y a du monde toute l'année à Dubaï. Toute l'année, toute la semaine, du lundi au vendredi, tu vas au Dubaï Mall, c'est plein. Le week-end, c'est encore pire, mais c'est plein tout le temps. Et partout. La marina, on peut plus circuler à la marina. La marina, c'est bouché tout le temps. Avant, non. En semaine, ça allait un peu le week-end, JBR, etc. Mais maintenant, c'est plein partout et tous les jours. Ça te montre vraiment. Il y a de plus en plus de monde qui viennent, d'une part, en vacances, mais aussi qui s'expatrient pour. Tu le vois sur les billets d'avion aussi. Ouais. Les prix, les prix ont explosé. Ouais. Ont explosé. Avant, Emirates, en basse saison, tu étais à 500 euros. Tu vois, là, t'es 800 minimum. Là, t'es 800 minimum. Ouais, et si tu tombes pendant une période un peu haute, la dernière fois, j'avais pris un billet 1600 euros, classe éco. Puis rien. Exactement. En plus, moi, je suis piqué par Emirates, c'est-à-dire je peux pas. Ça va, t'as Etihad, c'est pas mal. Ouais, il faut que je. Moi, je fais Qatar, moi, j'alterne avec Qatar. Ça revient au même, hein. Tu prends l'avion à Abu Dhabi. Bien sûr, c'est clair. C'est 30 minutes là, 45 minutes là-bas. J'ai pas encore pris mes billets pour cet été-là. Il faut que je les prenne là. Mais je vais tester Etihad pour voir. Ouais. Et pour revenir sur la partie investissement, est-ce que le marché aux Émirats, il peut s'ouvrir à un investisseur? Je te donne un cas d'école, tu vois. Ouais. Un gars qui bosse en France, on va dire qu'il a un salaire à hauteur de... Je vais parler en net par mois, comme ça c'est parlant à tout le monde. Okay. Là, on va dire 2000 € net par mois, qui a, on va dire, une capacité de financement de 700-800 €. Est-ce qu'avec ce petit budget-là, il est capable d'investir à Dubaï? Il gagne 2000 € par mois et il met de côté 700 €. On va dire qu'il a un pouvoir d'achat de 700 €. C'est-à-dire qu'il est capable d'investir 700 € par mois. Ça va dépendre. Est-ce qu'il a un apport au départ? Est-ce qu'il a eu un apport? Il a un apport de 25 000, 30 000 €, on va dire. Au jour d'aujourd'hui, à Dubaï, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que les prix ont augmenté, donc ça reste quand même très accessible. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre. Mais à l'époque, oui, je dirais, il y a 4-5 ans, oui. D'accord, il aurait pu. Mais là, aujourd'hui, les mensualités que tu vas avoir au minimum, sur les plans de paiement, tu vas être à peu près sur du 1300 € minimum, à peu près. 1300 €, 1500 € à payer mensuellement. Donc si on part dans cette optique-là, la moyenne pour quelqu'un qui va investir à Dubaï sur un projet accessible, entrée de gamme, on va dire, voilà, accessible, entrée de gamme, c'est-à-dire c'est pas que c'est un mauvais projet. Exactement. On va être sur du 30 000 € d'apport en général, en moyenne, avec du 1500 € par mois à payer derrière. Donc avec 30 000 € d'apport et 1500 € par mois, on peut investir à Dubaï. Voilà, c'est ça. Okay. Exactement. Et après, par rapport au process, tu m'as expliqué, c'est relativement simple. Exactement. Il ne faut pas hésiter. Aujourd'hui, si quelqu'un veut... tu vois, il n'a pas forcément la capacité de payer tous les mois. Est-ce qu'on peut toujours négocier avec l'agence, vous ou avec le promoteur pour... Bien sûr, selon les promoteurs, selon les offres, il y a de la flexibilité. Après, au jour d'aujourd'hui, je dirais que quand même le pouvoir, il est quand même du côté des développeurs. Parce que la demande est tellement folle. Dès qu'ils lancent un projet, comme vous le voyez, tout part tout de suite. D'accord, quand c'est surtout un bon projet, tout part tout de suite. Donc la flexibilité, il y en a encore, mais bon, moins qu'avant. Moins qu'à la période Covid, etc. D'accord. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, il y en a qui ont entre guillemets raté le train du Covid où les prix étaient très bas, d'accord, et qui sont un peu frustrés, et qui se disent ouais non c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard parce que à l'époque du Covid ou même vous quand vous avez investi dans le but de gagner 8% de rendement par an net. On est d'accord. Aujourd'hui, vous gagnez sur ces investissements-là peut-être 11-12% facile net, mais vous aviez investi pour gagner 8%. On est d'accord, ce qui est quand même excellent. Pour l'investissement IMO, quand on compare à la France où tu es de moitié, tu divises même limite par 3. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, malgré l'augmentation des prix, entre guillemets, tu seras toujours sur tes 8% de rendement net par an. Donc ça reste toujours aussi intéressant qu'avant. Et surtout, les 8%, c'est sur de l'allocation. Tu te bases plus sur de l'allocation annuelle ou plus sur du Airbnb? Alors, je me base sur l'allocation annuelle. Parce qu'en général, le Airbnb, tu fais ce que tu fais au minimum en annuel. D'accord? Tu fais ce que tu fais au minimum en annuel ou plus. Exactement. D'accord. Exactement. Mais pour du Airbnb, toi, avec l'agence, tu es capable aujourd'hui de proposer un service 360 de l'achat
On fait l'ameublement, on fait la mise en location, vraiment on s'occupe de tout de A à Z. Donc le gars, il peut n'être jamais venu à Dubaï. C'est ça. Et il peut acheter un appartement. On en a beaucoup qui n'ont jamais mis un pied à Dubaï et qui ont plusieurs appartements. Ils sont toujours pas venus. Incroyable. Et ils sont toujours pas venus. Et c'est quoi ils ont tenté, ils ont vu que ça a fonctionné, etc. Et puis ils ont multiplié les investissements derrière. Parce que je pense que c'est aussi l'engouement, tu vois, l'engouement qui est autour de l'immobilier à Dubaï, je pense, avec tous les podcasts qu'on voit aujourd'hui, etc. Nous, la communauté Café Crème, on a énormément de demandes sur l'immobilier à Dubaï ou au Maghreb, tu vois. Ouais. Mais énormément à Dubaï. Après, les gens ont du mal à se lancer, mais dès qu'il y en a un qui se lance, et ils se reconnaîtront, ceux qui regarderont le podcast, une qui est déjà, je crois, au 4e investissement. D'accord. Donc on a lancé sur les 2 premiers, puis les 2 autres, elle me posait des questions et elle se lançait elle-même, tu vois. Il y avait un frère qui s'appelait Omar, il se reconnaîtra, il avait acheté un truc à Dama Kilswan, il a revendu, il a fait je crois 1 million de dirhams de plus-value. Ouais, c'est énorme. Et il a racheté à Dama Kilswan, il m'a dit je veux être à Dama Kilswan, moi c'est un peu loin mais il n'a pas de problématique de circulation et tout, il m'a dit je suis bien là-bas, donc il a acheté un truc beaucoup plus grand. Imagine-toi avec la plus-value qui s'est faite. Mètre carré plus intéressant. Donc les gens ils enchaînent rapidement sur 1, 2, 3, 4 appartements dès qu'ils ont pris le pas du premier. C'est ça, c'est vraiment le tout, c'est de se lancer et derrière tu prends tout de suite confiance. Il n'y a pas de règle, tu sais, par exemple là, j'entends qu'il y a des promoteurs qui peuvent être amenés à changer un peu leur manière de travailler, parce que si tu prends, comme tu parlais tout à l'heure, la communauté musulmane ou même d'autres communautés, par souci d'éthique, ils ne font pas de crédit à la banque, enfin les crédits avec intérêt. Ici, on a un plan de paiement, en général, on appelle ça, c'est quoi, 60-40, 60 avant la remise des clés, et 40% ça, en après. général, ouais, c'est ça exactement. En général, tu vas être sur du 60-40. Donc, tu finances 60% pendant la construction. Ouais. Tu peux avoir du post-handover, donc qui a un plan de paiement après remise des clés, ou les 40% du coup restants, tu vas les financer après la remise des clés. Qui peut être financé par le locataire, exemple. Ce qui est top, voilà, c'est que là, tu fais rentrer un locataire, et au final, c'est lui en majorité, à hauteur de, en général, 80% qui va te financer cette partie-là. Ça, c'est excellent. 80% du prix que tu payes. Oui, c'est incroyable. Donc, tu payes pas 100% du bien au final. Et ça, là, la plupart des gens qui t'appellent, ils ont connaissance de ça. Exactement. Ils utilisent en fait même ce levier-là pour pouvoir investir, on est d'accord. Bien sûr. Et après, ce plan de paiement-là, il va être surtout pour ceux qui veulent faire de l'investissement locatif. D'accord. Parce que tu as aussi les opportunités d'achat-revente qui sont incroyables à Dubaï, comme vous le savez. Les flips, entre guillemets. Donc, pour les flips, en général, on va pas être sur du long plan de paiement, d'accord ? On va être sur des plans de paiement où il faut tout financer jusqu'à la remise des clés en général, parce que tu vas être sur des top projets, d'accord ? Où vraiment là, tu peux faire de l'achat-revente. Après, il n'empêche que, comme vous l'avez vu sur les investissements que vous avez fait, vous avez investi sur des projets avec des longs plans de paiement, et pourtant, vous avez fait des plus-values incroyables. C'est clair. Ouais. Vous avez fait des plus-values incroyables. C'est-à-dire que ton capital, il est là. Peu importe le projet que tu achètes, si le promoteur, il est un minimum sérieux, tu vois. Ton projet, en fait, surtout en fait avec l'inflation du prix de l'immobilier, des locations et tout, au final, c'est rentable. Hein. C'est quoi le top promoteur à Dubaï ? Je vais pas me mouiller sur ça. Moi, je me mouille. En tout cas, on entend beaucoup parler de Emar, de Damac, de Shoba. On va dire c'est les plus gros développeurs, c'est ceux qui font vraiment le plus gros marketing aussi. Forcément, Emar, c'est partout. Emar, c'est Dubaï. Hein, mais Emar, en plus de faire un building, il va aussi gérer le quartier, en fait. Parce que quand je vois Shoba, par exemple, à Shoba Parkland, juste à côté de l'école de mon fils, je roulais, c'était le désert, tu vois, il y a 2 ans, 3 ans même. Et là, chaque année, cette année, je suis parti récemment, il y a de la vie. Il y a plus de vie que dans ma ville. T'as les écoles, t'as tout. T'as le Lagoon qui va arriver aussi. C'est Shoba qui a vraiment. Le quartier est à eux. C'est ça, donc ils gèrent le quartier. Exactement. En plus d'avoir. l'exclusivité du bien, ils ont aussi le quartier. Mais ils ont donné aussi accès à d'autres développeurs de s'installer. D'y construire, exactement. Par exemple, Ellington, tu as pas mal de résidences Ellington sur Shoba Parkland. Après, le promoteur va être très sélectif. C'est comme à Dubaï Hills, Emar. Emar ne laisse pas tout le monde construire sur Dubaï Hills. Donc, tu as quelques promoteurs. Tu as Ellington, tu as Iman. Iman aussi qui a lancé sur Dubaï Hills, donc vraiment le promoteur va être aussi sélectif à ce niveau-là, il va pas laisser entre guillemets n'importe qui construire dans sa communauté. T'as des promoteurs étatiques qui appartiennent vraiment au cher ? Alors on parle plus de semi-gouvernemental. D'accord. Tu vois, des promoteurs comme par exemple Deyar, où il y a une grosse partie de la boîte qui appartient au gouvernement. On parle plus de semi-gouvernemental que... Il n'y a pas un truc 100% étatique, quoi. Non. D'accord. Et il y a aussi une question de propriétaire terrestre et non propriétaire terrestre. Enfin, leasehold et freehold. Ok. Alors, freehold, c'est entre guillemets, c'est la question qui revient aussi beaucoup. Je pense que vous devez l'avoir à chaque fois. Freehold, c'est que tu es propriétaire à vie. D'accord. Leasehold, c'est tu as une durée de propriété qui est limitée.
en général à 99 ans. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des projets sur Dubaï, c'est du freehold. Tous les projets, nous, qu'on va proposer, en majorité, à 99%, c'est du freehold. Quand c'est du leasehold, de toute façon, on le détaille bien. Et voilà, mais après la plupart des projets c'est du freehold, donc tu as la pleine propriété et avis. Tu peux avoir des bonnes opportunités sur le leasehold parce que le prix il est moins cher. Forcément, c'est-à-dire bien de sûr. toute façon tu vas le garder, je crois 99 ans. C'est ça, exactement. Tu le mets en location, tu l'as acheté beaucoup moins cher, ta rentabilité elle peut être intéressante. Je pense que tu vois, il y a aussi quand tu achètes, en tout cas chez beaucoup de gens, il y a cet aspect un peu émotionnel. Tu vois, je suis attaché au bien que j'achète. Alors que quand tu es en mode investisseur, tu penses rentabilité. Et le leasehold, au final. Bien sûr, après nous on conseille vraiment le freehold parce qu'au final la différence ça va pas être exceptionnelle. Voilà, tu as la pleine propriété à vie, tu peux léguer le bien à qui tu le souhaites. C'est sûr. Il n'y a pas photo entre les deux, tu vois. Il n'y a pas vraiment un gros gap de différence entre les deux. Honnêtement, non. Honnêtement, non. Ça sera plus attractif sur le leasehold, mais c'est trop léger. C'est trop light. Toi, en tant qu'investisseur, comment tu choisis comment tu as choisi, exemple, tel appartement, tel bien à JVC, tel bien à Dubai Land? Tu te bases sur quoi? Ou est-ce que tu te bases que sur l'expérience, sur les retours d'expérience de Samir? Moi, en fait, c'est ce que je fais. Déjà, j'essaie de diversifier, tu vois. Donc, mais c'est sûr que les premiers, c'est un truc coup de cœur, au final, où tu te dis, je l'aime bien et tout. Mais après, c'est vrai que moi, je pensais vraiment qu'à investissement. Je me dis... peu importe le quartier, tant que le quartier il est bien, le promoteur il est assez correct, je pensais rentabilité, tu vois. C'est pour ça que j'ai pris par exemple Panthéon, parce qu'en termes de rapport qualité-prix dans le quartier, j'ai pris un one bedroom au rez-de-chaussée et même avec le temps, je me suis, avec le recul, tu vois, au final je me dis pourquoi pas prendre un studio, tu vois, parce que parfois la différence de gap entre les deux et la rentabilité sur la location, parfois tu dis il y a une meilleure rentabilité sur les studios. Donc moi c'est plus vision investisseur et je diversifie sur les quartiers qui sont... tout le monde voudrait avoir à downtown, mais en termes de rentabilité, potentiellement je vais lâcher toute ma trésorerie. En plus, sur du off-plan, t'as pas le retour tout de suite, comme tu vois, sur de la location où t'achètes, c'est déjà prêt. Et donc, je vais plutôt me baser sur qu'est-ce qui va me prendre le moins en trésorerie, donc je vais pouvoir investir plus. C'est ça. Et ceux sur lesquels il y a une meilleure rentabilité. Donc, moi, je vise beaucoup tout ce qui est Airbnb. Donc, toi, ta stratégie d'investissement, c'est d'investir sur des studios ou des one bed, par exemple, plutôt studios, et viser un plan d'investissement en Airbnb. En Airbnb, ouais. Et toi, les investisseurs qui t'appellent, il a dit quelque chose d'important, il a dit « j'essaie de diversifier ». Ça, c'est très important et c'est très bien qu'il pense comme ça parce que tu vas avoir certains investisseurs aujourd'hui sur Dubaï qui vont arriver, des gros investisseurs, ils vont arriver sur un projet, ils vont dire « ouais, moi j'achète un étage ». C'est très bien d'investir dans un étage. Mais c'est pas ce que je recommande entre guillemets parce que dans l'étage il y a forcément des unités qui sont meilleures que d'autres et d'autres qui sont moins bonnes que d'autres, tu vois. Donc vaut mieux justement diversifier. Ça sert à rien de dire j'ai acheté un étage sur tel projet, prends si tu veux 2 unités ici, prends sur un autre projet, sélectionne les meilleures unités, vraiment dispatch au mieux et diversifie justement. Donc ça c'est... Et même les différents quartiers parce que potentiellement tu vas avoir des quartiers où il y aura une meilleure dynamique que d'autres. Exactement. Donc demain tu vas pouvoir équilibrer tes investissements. Est-ce que tu as des astuces à donner, Samir, aux investisseurs qui veulent investir à Dubaï? Par exemple, moi on m'a donné une astuce, on m'a dit de checker les distress deals sur Dubaïzer. C'est vraiment les distress deals. Après, oui, c'est exactement, les distress deals, c'est excellent, mais en général, il faut sortir beaucoup d'argent. D'accord? Ça va être sur des projets qui ont été lancés il y a 2 ans, on arrive bientôt à la construction, donc la personne, elle a payé pendant 2 ans son plan de paiement, donc il faut avoir quand même de la trésorerie. Ça revient quasi au même acheter du secondary market, donc du marché secondaire où tu achètes en cash, où tu n'as pas forcément ce levier de plan de paiement. Donc voilà, c'est très intéressant pour ceux qui ont la trésorerie. Tu as des bonnes opportunités. Tu peux faire des bons flips, comme tu disais au final. Exactement. On peut investir à plusieurs à Dubaï. Si maintenant je passe par toi, mais moi j'ai pas la trésorerie, j'ai pas les 50 000 euros. Ouais. Ok. Moi je te dis, mais moi je sais que je vais investir à 4-5 derrière, tu vois. Bien sûr. Mais toi, vis-à-vis de toi, est-ce que je peux investir avec les 5 ou est-ce que c'est moi qui vais investir et c'est moi qui vais gérer les 5? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire? En gros, il me donne l'argent. Ouais. C'est moi, Imran, qui va te payer et le bien appartient à Imran. D'accord. Ou est-ce que je viens avec les 5 personnes qui ont investi, donc Imran plus les 5, enfin plus les 4, pardon. Ouais. Et du coup, on a dans le contrat qu'on appelle ça le titre de propriété. Le titre de propriété, on est 5. Oui, vous pouvez être plusieurs. Vous pouvez être plusieurs sur le titre de propriété. Ah ok, ça j'avais pas. Vous pouvez être plusieurs sur le titre de propriété. Donc c'est un pourcentage qui sera attribué. Exactement. Après, c'est à vous de définir le pourcentage. D'accord. Vous pouvez être à 50-50, peut être à 25, 75, vous pouvez être à 90-10. Et t'as des investisseurs qui viennent comme ça aussi? Il y en a. D'accord. Il y en a. C'est intéressant. C'est pas la majorité, mais il y en a.
Et est-ce qu'une société, par exemple, tu vois, moi je pensais parce que en France, tu vois, t'as les SCPI, tu vois, les SCPI, tu vois, les sociétés civiles de placement immobilier, où grosso modo, par exemple, tu ouvres l'accès à la propriété pour une personne qui a que 1 000 euros d'épargne. Tu vois, tout à l'heure, tu posais la question de c'est quoi le montant pour pouvoir investir. Et donc, si on reprend le cas que tu avais donné tout à l'heure, Imran, où la personne va mettre 800 euros de côté par mois, donc c'est son pouvoir d'achat. D'accord. Et elle a de côté que 10 000 euros, tu vois. Dans les sociétés de civiles de placement immobilier, donc les SCPI, au final, tu vas mettre ton argent au sein de la SCPI, c'est elle qui va, au nom de tout le monde, acheter des biens et après donc répartir la plus-value, tu vois. Et justement, moi, je me posais la question, tu vois, dans les cadres des projets IT qu'on fait et tout, de créer une plateforme justement de SCPI pour les biens immobilier. Après, c'est vrai que tout ce qui est off-plan, c'est pas forcément intéressant parce qu'il y a pas, tu vois, pendant toute la durée de construction, tu peux pas avoir une rentabilité pour la personne qui a mis son épargne. Tu vois. Mais pour tout ce qui est secondaire, attention. Tu peux avoir, déjà, tu as une rentabilité entre guillemets indirecte parce que quand tu as acheté en off-plan, le prix augmente. C'est ça. Quand tu calcules ton gain sur le prix qui augmente, c'est de la rentabilité. D'accord. Tu as aussi des projets où, d'ailleurs, j'avais posté un projet comme ça il y a à peu près une semaine, si tu t'en souviens, où le projet est en off-plan, mais on te promet de suite, c'est contractuel, c'est écrit, on te promet 10% de rendement net par an. Par an, à partir de la remise des clés. Non, à partir du moment où tu as booké sur le bien. Ah ouais, c'est-à-dire que tous les mois, là, pendant ton plan de paiement, ils vont te reverser comme un cashback. Et donc une société, elle pourrait acheter des biens comme ça auprès des promoteurs. Bien sûr. Mais pas une société étrangère. Oui, bien sûr. Ah ouais, d'accord. Tu peux investir avec une société étrangère, bien sûr. Ça, il y a beaucoup de questions qu'on recevait. D'ailleurs, on refera une sorte de webinaire plutôt, parce que là, on avait pas mal de questions de la communauté Café, mais c'était pas intéressant dans le podcast d'en parler. Mais en tout cas, oui, on a pas mal de questions comme ça, comme tu disais, Abdel, par rapport aux CPI ou des sociétés, plusieurs partenaires qui veulent investir en même temps, etc. Donc ça, je pense qu'on pourra refaire un call là-dessus. Ouais. Et le cas où l'investisseur, il est plus capable de payer. C'est une question voilà. Moi, je suis investisseur et là, j'arrive et je peux plus payer. Ça y est fin. Il faut m'arrive une galère. Tout simplement, tu revends ton bien. Voilà. Ton bien, t'es pas obligé de le payer à 100% pour pouvoir le revendre sur Dubaï. En général, on te demande de payer à peu près 30% de la valeur du bien pour pouvoir le revendre derrière. Donc, tu peux le revendre en cours de plan de paiement. Et ça, avec Az, on s'en occupe, bien sûr. On s'en occupe, bien sûr. Ça marche. Donc là, toutes les agences le font, ça, Oui, toutes les agences le font. Et après, il peut aussi voir directement avec le promoteur pour gérer ça aussi, non ? Aussi. Après, tout dépend de la personne. Elle a acheté via une agence, c'est acheté via le promoteur, etc. Mais enfin, elle peut même contacter plusieurs agences pour revendre son bien, pour avoir plus de visibilité. Mais voilà, elle est vraiment pas obligée de terminer son plan de paiement pour pouvoir revendre. Elle peut revendre en cours sans problème. Et finalement, les cas de distress, là, comme tu disais, c'est quelqu'un qui n'arrive plus à payer. Et que ça remonte chez le promoteur ou ça se passe comment ? Ça peut être quelqu'un qui n'arrive plus à payer ou ça peut être quelqu'un qui a besoin d'argent en urgence pour X ou Y raison, donc qui veut revendre le plus vite possible. Il peut pas attendre même une semaine, c'est urgent de chez urgent, donc vraiment pour que ça parte très rapidement et il casse les prix, il le revend au prix d'achat entre guillemets. Tu avais les cas concrets aussi de l'investisseur qui se pose des questions, c'est-à-dire moi je suis investisseur pareil et ça y est, le bien est livré et je dois percevoir mes loyers. Où je perçois mes loyers. Est-ce que moi, en tant qu'investisseur qui habite en France, je peux avoir un compte bancaire à Dubaï, je peux percevoir mes loyers dessus, tu vois ? Comment ça fonctionne ? Alors, tu vas avoir deux options, entre guillemets. Soit tu as acheté avec du plan de paiement après remise des clés, ou soit tu as acheté avec plan de paiement jusqu'à la remise des clés, d'accord ? Dans le cas où tu as acheté avec un plan de paiement après remise des clés, on va dire que 5 ans après la remise des clés, tu vas continuer à devoir payer aux développeurs tes mensualités. Donc, nous, ce qu'on fait, de manière très simple, les loyers des locataires, on les récupère, on les met sur ton plan de paiement. D'accord ? Donc, tu n'as pas besoin de compte bancaire en soi. D'accord, pendant ces 5 années-là. Ensuite, bien sûr, là, tu en auras besoin. Donc, option 1, c'est soit tu es résident, tu peux ouvrir un compte bancaire très facilement. Option 2, tu peux en ouvrir un en n'étant pas résident, mais c'est quand même compliqué, c'est des grosses démarches, c'est assez long. D'accord. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un contrat à nos investisseurs où nous, on va gérer justement cette rémunération. Exactement, en leur nom. Donc, on peut récupérer les loyers, on peut récupérer les chèques et ensuite, on manage pour rémunérer les investisseurs derrière. Ça, c'est top, ça, je savais pas. Donc, ça veut dire que le gars, il n'est pas forcément obligé d'avoir un compte bancaire. Non. Je sais qu'il y a
l'année dernière, j'avais entendu passer qu'il y avait des lois qui allaient passer dans les années à venir où ils allaient favoriser l'investisseur, notamment pour avoir un visa ou un compte bancaire, même s'il n'est pas résident. Comme tu le vois, à Dubaï, chaque année, voilà, il y a énormément de lois qui s'ajoutent et ils facilitent. Tous les ans, ils facilitent. Regarde maintenant le Golden Visa, valide 10 ans. Avant, on te disait il faut que tu aies un bien de 2 millions d'AED, donc l'équivalent de 500 000 euros. Il faut que tu l'aies payé, entre guillemets, entièrement ou à hauteur de 50%. Maintenant, il suffit juste que tu aies booké un bien de cette valeur-là pour pouvoir prétendre au Golden Visa. Ou de plusieurs biens qui atteignent cette valeur, c'est ça ? Exactement, oui, tu peux additionner les biens. Voilà, mais au jour d'aujourd'hui, tu n'es plus obligé de payer 1 million d'AED, tu n'es plus obligé de payer 2 millions d'AED. Il faut juste que la valeur de ton bien soit de 2 millions, d'accord ? Même si tu viens juste de payer juste tes 20% d'apport, tu peux prétendre derrière au Golden Visa de 10 ans. Golden Visa, c'est 10 ans de visa, tu peux sponsoriser ta famille, tu peux sortir du territoire, rentrer dans le territoire. Exactement. Sans limite. Exactement. Y a pas la limite et aussi, ils ont ajouté aussi, tu n'as plus obligation de revenir tous les 6 mois, entre guillemets, sur le territoire. Okay. Si tu veux, tu reviens pas et ton visa, il est encore valide. Ça, c'est plus besoin d'acte de présence, entre guillemets, tu vois. Ouais, donc il facilite, notamment en tant qu'investisseur. Facilite de plus en plus. On est vraiment dans le bon sens. C'est vraiment. C'est quoi les quartiers là à ce moment à Dubaï qui enfin en termes de vision, je te parle, où tu penses toi en tant que avec ton œil aiguisé de real estate qui vont prendre de la valeur ou qui vont péter? Alors, tu as Meydan, bien sûr, qui prend beaucoup de valeur ces dernières années, où tu as encore énormément là de projets qui s'y lancent, beaucoup de communautés de villas aussi, donc Shoba Heartland 2 aussi, notamment, qui est dans la continuité de Shoba Heartland 1, donc tu as visité récemment. Tu vas aussi avoir le quartier de Dubai Island, beaucoup de promoteurs lancent des projets sur Dubai Island, quand même, c'est du bord de mer. Du bord de mer, c'est devenu très cher à Dubaï, entre guillemets, quand tu regardes sur La Palme, sur JBR, etc., c'est quasiment devenu, entre guillemets, inaccessible. Dubai Island, tu as du bord de mer, et c'est accessible aujourd'hui. Donc forcément, les prix ils vont grimper. Ouais. Dubai Island, c'est l'île qui est juste en face de Dubai Island. Exactement. Exactement. Là, tu avais proposé un projet qui était pas mal. Exactement. Tu as Dubai Maritime City aussi, qui est assez proche, où il y a eu énormément de projets lancés. C'était surtout sur l'année 2023. Là, ça y est, parce que c'est full. Exactement. Donc Dubai Maritime City aussi qui va très 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 bien prendre. Ceux qui ont investi sur Dubai Maritime City l'année dernière, là ils le voient aujourd'hui, on voit sur les reventes qu'on fait, les prix ont pas mal grimpé, donc tu as des très bonnes plus-values. Et tu penses quoi tu vois le projet là, de l'aéroport là justement là qu'ils ont validé et avec Maktoum, avec la nouvelle palme la Jebel Ali qui sont en train de dynamiser. Est-ce que là-bas est-ce que ce côté-là là, tu vois, je me dis en plus ils vont transférer potentiellement énormément de trafic vers cet aéroport-là. Ça va prendre. Et là-bas, moi je connaissais juste Dubai South là, de Airmar qui était là-bas. C'était déjà à l'époque, c'était pas très cher. Mais là, ça a augmenté quand même. Ça a augmenté énormément. Exactement. C'est une zone qui va prendre aussi. Tu as toute la zone de Al Furjan aussi, Discovery Garden, Jebel Ali. Toute cette zone-là, ça va. Les prix vont grimper d'un an à l'année parce que ça va énormément se développer. Ça va énormément se développer. Ça peut être intéressant avec la nouvelle palme. Justement, d'investir dans les stratégies sur un peu toute la continuité comme ça de Dubaï, là, sur un mode essuie-glace, tu vois. Tu ratisses large. Mais ça va. Je pense que bien tous les quartiers, enfin pas tous les quartiers, mais avant on considérait, comme tu disais, Downtown et Marina. Aujourd'hui, ça s'écarte horizontalement et verticalement. Donc le territoire s'étend et c'est normal parce qu'il y a de la place, il y a du monde. Donc forcément, on va creuser dans les terres, on va creuser de ce côté-là. Exactement. Jebel Ali, je crois que c'est 2 fois la palme actuelle. Exactement. Elle est beaucoup plus grande. C'est des coins que j'y allais, c'était des coins assez reposants. Mais là, avec la construction qui arrive. Exactement. Et surtout en termes d'accessibilité, la palme de Jebel Ali, ça sera beaucoup mieux fait entre guillemets que la palme Jumeirah où tu as seulement un accès. Là, tu vas avoir plusieurs accès. D'accord. Donc, quand tu rentres sur la palme Jumeirah, si tu veux aller à l'hôtel par exemple le Rixos qui est sur la palme, tu rentres sur la palme et tu dois faire tout le tour de la palme. Tu vois, sur le Jebel Ali, non, tu pourras rentrer directement sur. Ça c'est très bien pensé. Après c'est très bien parce que ils ont eu le défaut de ça. Exactement. Donc là c'est clair que sur la palme actuelle, c'est ce qui est un peu déplaisant, mais bon, après, ceux qui ont l'habitude, c'est les hôtels, quoi. Il y a beaucoup d'hôtels de ce côté-là. Exactement. Il ne reste plus beaucoup de temps. Je pense qu'on va refaire une partie 2 prochainement sur 2 thématiques toujours liées à l'immobilier. Je pense qu'on pourra faire même plusieurs si Samir est d'accord. Bien sûr. Parce qu'on a une demande, en fait, des personnes, donc ce serait bien de faire plusieurs thématiques. Là, aujourd'hui, pour te contacter, on passe par quel moyen? Par Instagram, principalement? Nous, on traite surtout via WhatsApp. Surtout via WhatsApp. Après, on peut nous contacter sur Instagram. Snapchat à éviter. Beaucoup de bugs. Donc, surtout Instagram et WhatsApp. Pour nous contacter, c'est
C'est les meilleurs canaux. Parce que c'est en contact direct, quoi. Exactement. Et du coup, tu as aussi des agents, une liste d'agents que tu as avec qui les personnes peuvent entrer en contact pour te joindre. Et est-ce que tu recrutes là, tout de suite, non. Comme je t'ai dit, nous, on est très sélectif. On fait vraiment pas la quantité, on vise plus la qualité. Mais prochainement, il est fort probable qu'on recrute. Ça marche. Il est fort probable. Et Abdel, du coup, c'est quoi les prochains Moi, les prochains, je pense que je vais plus m'orienter sur du secondary market, tu vois, avec les leviers bancaires. Ce qu'on avait parlé la dernière fois, avec les banques. Ce qui fait que tu peux potentiellement, avec la banque, tu vas mettre 30% peut-être d'apport. C'est un peu plus que ce que tu mets sur du off-plan. Mais derrière, ta durée de financement avec des banques islamiques ou autres, tu vas pouvoir financer sur 15-20 ans. Comme les banques classiques. Comme les banques classiques. Et derrière, c'est sûr que tu peux avoir même du cash flow sur ta location, ce qui peut te générer d'autres investissements derrière. Ça, pour le faire, il faut que tu sois résident, il faut que tu aies un minimum de salaire. C'est tout ce que tu as fait avant qui te permet de faire ça maintenant aujourd'hui. La banque va voir tes propriétés, etc. Que tu en as plusieurs, ils vont te suivre. Et surtout, il faut réfléchir en tant que rentier. C'est un sujet qu'on pourra aborder dans le prochain podcast. Il faut réfléchir en tant que rentier parce que plus tu vieillis, plus tu te dis, t'approches de la retraite, on va dire, bon, on est encore loin, mais tu dis, une rente, c'est pas négligeable parce que si tu prends 4-5 appartements, et bien sûr, je dis pas qu'on peut le prendre tout de suite, mais avec le temps, ça se prépare. Dans 15 ans, c'est 4-5 appartements, chacun va te ramener peut-être 600-700 euros, on va dire. En fait, le calcul, c'est une stratégie. Moi, je dis toujours, même avec les gens avec qui je travaille et tout, moi, mon objectif de retraite, c'est 45 ans. Tu vois. Je vise 45 ans, il faut que j'arrête de travailler. Et c'est ambitieux, mais... T'as quel âge là? Cristiano Ronaldo, t'as quel âge? 38, 7 ans. Ouais, 7 ans, tu vois. Quoi faire à Dubaï, tout va vite. Mais tu vois, tu commences... Plus tôt tu commences, mieux c'est. Et quand on parlait de diversifier, on parle des investissements immobiliers, tu avais fait dans d'autres podcasts que vous parlez des cryptos. Bien sûr. Il y a plein de petits trucs comme ça où tu peux diversifier et tu peux investir et il n'y a pas de petits revenus passifs. Et c'est l'accumulation de ces revenus passifs qui peut faire que tu atteins cette indépendance financière et c'est ça que, en tout cas moi ce que je conseille, en tout cas moi c'est ce que je souhaite pour moi et pour mes proches, c'est de pouvoir trouver cette indépendance financière qui fait que tu n'es plus obligé de faire... on va reprendre le proverbe français, métro, boulot, dodo. Tu vois. C'est clair. Et en plus, comme nous, on est freelance, nous, on est communauté de freelance, on n'a pas cette retraite pour laquelle tu travailles. On construit notre patrimoine. Donc c'est pour ça que derrière, dès que tu as ce levier, comme tu dis, le travail qu'on fait depuis un certain temps, après tu as ce levier avec les banques et tout, derrière, ça peut accélérer. En fait, c'est exponentiel après. C'est clair. Du coup, sur le prochain podcast, on parlera principalement, je pense, de la partie rentier. Il y avait aussi une partie où les gens demandaient beaucoup par rapport aux promoteurs, comment ça fonctionnait, pourquoi on passe par une agence et on passe pas directement par le promoteur, qu'est-ce que apporte une agence par rapport au... Donc ça, c'est thématique, on pourra les aborder au prochain. Je pense que là, avec les vacances d'été, je pense que personne sera dispo. Il me semble que tout le monde sera... Le 21, je pars. Le 21 juin Ouais, le 21 juin. Ok, bon, on va tous partir. Je pense la semaine prochaine. Tu vois, on se verra, je pense, du coup, peut-être au mois d'août ou septembre. Et quand sortira ce podcast-là, on mettra aussi les projets sur lesquels tu conseilles aux viewers d'investir. Et du coup, on mettra cette liste de projets en même temps que le podcast sortira. Je pense qu'il sortira dans 10 jours. Ok, Inch'Allah. Ça marche. Ça marche. Ça marche. À tous. Merci beaucoup.